Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore les technologies de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Paul Saucier, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous nous plongeons dans le monde passionnant des technologies de l'information. Des dernières nouvelles et tendances aux avis d'experts, nous couvrons tous les sujets et sans oublier nos recommandations de bière. Que vous soyez un passionné de technologie, d'une bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur Tech et Houblon. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir Nicolas Brodeur de R2I, ici à notre podcast. Bienvenue, Nicolas. Merci. Nicolas est le directeur architecte de solutions chez R2I depuis quelques années maintenant. Depuis bientôt 3 ans. Presque 3 ans, wow. Aujourd'hui, notre sujet, c'est finalement les hyperscalers, puis de quelle façon R2I, on se démarque un peu au niveau de l'hébergement du cloud. Mais avant de tomber sur notre sujet, Nicolas, j'aimerais ça apprendre à connaître la personne. C'est qui, Nicolas? C'est une chose que j'essaie toujours de voir parce que c'est la curiosité pour moi de savoir avec qui on fait affaire à travers le micro. Mm-hmm. Donc, si je te poserais une question très banale comme ça, c'est qui, Nicolas? Eh boy, c'est qui, Nicolas? Plusieurs choses. Premièrement, je suis père de famille, 3 beaux enfants dont je suis excessivement fier. Je suis un passionné de langue étrangère. En fait, j'ai même étudié en langue étrangère. Je me suis retrouvé en informatique un peu par hasard. Donc, j'adore le voyage. C'est sûr que depuis la COVID, c'est plus difficile de voyager, même semi-impossible de voyager. Mais j'aime les langues étrangères pour la communication et pour justement pouvoir me promener à l'étranger et entrer en contact avec les gens. Superbe. Et puis, c'est quoi qui t'a emmené dans le domaine de la TI? Ce qui m'a amené dans le domaine de la TI, c'est vraiment un peu particulier dans la mesure où, je viens de le dire, en fait, j'aime les langues, j'ai étudié en langue, donc j'ai un bac à l'université en études allemandes. Je faisais de l'informatique je dirais même pas par passion, mais par besoin, parce que la dactylo n'existait pas dans ce temps-là. Et éventuellement, je me suis retrouvé à travailler à temps partiel dans une compagnie d'informatique. Les choses ont avancé, j'aimais de plus en plus l'informatique, puis éventuellement, j'ai travaillé de proche dans un rôle semi-technique pendant quelques années avec quelqu'un. Cette personne-là a quitté, je l'ai remplacé et the rest is history. Fait que je suis resté en informatique alors que j'étais absolument pas destiné à faire ça. Là. OK. Puis je viens de cliquer que j'aurais dû dire Guten Tag quand tu es arrivé au lieu de dire bonjour, Nicolas. Jawohl, c'est Guten Tag. Nicolas, évidemment, le concept de Tech et Houblon, c'est basé sur finalement 2 choses qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chez R2I. On fusionne finalement la technologie et le houblon. Et comme tu sais, à travers de tous les podcasts, qu'on invite nos gens à recommander soit une bière ou encore un autre drink, qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs, pour notre audience. Donc, qu'est-ce que tu as amené aujourd'hui? En fait, je n'ai pas apporté de bière, bien que je suis un maniaque de bière. J'adore les bières de microbrasserie depuis des années et des années. J'ai fait même des voyages de bière. Ça fait un peu sacavin de dire ça, là, mais j'ai fait des voyages de bière avec des amis. En fait, on en a un en préparation pas plus tard que l'été prochain. Je suis jaloux d'ailleurs. Oui, tu devrais. Boston, en fait, c'est le target. Si jamais ça t'intéresse, oui, effectivement, il y a des super belles microbrasseries dans ce coin-là. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas décidé de parler d'une bière. Mon drink fétiche depuis des années, c'est le Dry Martini. Et puis au Québec, on est chanceux parce que comme pour les bières, on a plein de possibilités de gin. Il y a beaucoup de micro-distilleries. Et donc, c'est un Dry Martini avec un vermouth québécois, Caudalie. Et mon gin, c'est... en fait, il y a plusieurs gins. J'en ai une collection... un peu gênante à la maison, en fait, là, mais celle que j'aime beaucoup. J'aime les gins forestiers. Alors, le gin que moi, j'apprécie particulièrement, c'est un gin qui s'appelle Canopée, qui ça donne à être pas très cher en plus à la SAQ, donc on peut en boire des copious amounts. OK. Puis ce genre de gin-là, c'est-tu un peu comme le Ungava qu'on connaît bien à travers le Québec, des choses comme ça? Ungava, c'est plus floral herbacé. L'autre, c'est plus forestier. Forestier dans le sens de résine... sapin, écorce, dans ce style-là. C'est pas trop puissant, donc ça fait que le vermouth, on goûte bien le vermouth aussi. Puis naturellement, je mets 3 olives parce que portion de légumes oblige. Là.
Puis la grosse question, est-ce que tu le shakes ou est-ce que tu le brasses? En fait, techniquement, un martini, et puis tu devrais le savoir, doit absolument être brassé et doit absolument être mélangé et non pas brassé. Mais personnellement, j'aime bien le côté shaken parce que ça fait qu'il y a des petits cristaux de glace dedans qui diluent un peu, ce qui fait que je peux en prendre un deuxième ou des fois un troisième. Absolument. Puis ça garde ton drink un peu plus froid longtemps. Exactement. Aussi, hein? Tout à fait. Absolument. Un vrai connaisseur. De mon côté, moi, j'ai une bière rousse aujourd'hui. C'est une ESB, qui est Extra Special Bitter, qui s'appelle la Vache Folle de la microbrasserie Charlevoix. On parle tout le temps des pourcentages d'alcool parce que je réalise avec mes invités que j'ai toujours le moins de pourcentage d'alcool. Aujourd'hui, je te fais pas compétition du tout. Moi, j'étais à 5,5 % d'alcool, donc je voulais savoir comment est-ce que ça se déguste au courant du podcast. Excellent. Donc, écoute, c'est quand même un gros sujet de parler des hyperscalers. Et puis, j'ai beaucoup de questions dans ma tête pour toi. Donc, je vais te laisser parler, mais j'ai quand même j'ai beaucoup de curiosité de ce côté-là. C'est un domaine, écoute, je suis en affaires, en technologie, moi, depuis quand même plusieurs années déjà. Je ne le dirai pas parce que je veux dire mon âge. Mais c'est toujours un domaine, malgré que je l'utilise, j'ai travaillé avec, c'est toujours un domaine qui me fascine et puis que je n'ai pas autant de connaissances que j'aimerais avoir. Donc, moi, je profite de la journée de notre séance aujourd'hui pour en savoir plus de mon côté. Donc, évidemment, on connaît les clouds, on connaît les gros joueurs. La différence, ou je devrais dire les différences principales qu'on aurait entre un cloud R2I, qu'on nomme maintenant Edwin, versus les hyperscalers. Est-ce que tu peux me donner une idée, grosso modo, de qu'est-ce que ça a l'air? En fait, il y a vraiment beaucoup de différences, c'est clair. Le cloud de R2I, Edwin, est un grand cloud qui a beaucoup de fonctionnalités, mais on s'entend qu'on va se dire les vraies choses, là. On est dans la transparence de toute façon. On n'a pas les budgets de Jeff Bezos, donc on n'est pas AWS. On n'a pas 27 000 services différents. Donc, il y en a beaucoup de différences. La première, je dirais, c'est la flexibilité. Donc, la flexibilité, ce qu'on veut dire par là dans le cloud de R2I, donc chez Edwin, c'est que on peut faire des systèmes IBM Power Systems, en fait. Donc, on peut faire des instances, des partitions logiques qui roulent un système d'exploitation qui ne roule pas traditionnellement dans les environnements hyperscalers typiques comme AWS, comme Google Cloud et Azure et tous les autres grands joueurs comme ça. Donc, la flexibilité, c'est un des facteurs que nos clients apprécient beaucoup. Si un client roule son back-end sur des systèmes Power et que ce client-là, ça donne, comme tout le monde, à avoir aussi des VM en x86, en Windows ou en Linux, bien, ils veulent avoir une proximité, en fait, entre leur système Power, le cœur de leur business, et les systèmes qui sont autour, donc le système x86. Donc, la flexibilité chez R2I, chez Edwin, c'est la capacité de pouvoir livrer ces environnements-là à ces clients-là qui ont ces requis-là. Puis on s'entend, je dis IBM Power Systems, AS400, Machine Power, AIX, c'est tout un peu la même chose. C'est un système qui est encore excessivement populaire dans beaucoup de très grandes entreprises. Donc, c'est pour ça que nous, chez R2I, comme on fait affaire, entre autres, avec des très grandes entreprises, bien, on se doit d'avoir cette flexibilité-là. Fait que ça, c'est un des points. Un autre point, en fait, qui est important, c'est la différence, puis ça a aussi un effet sur le prix, mais dans le bon sens, là, pour Edwin, c'est la granularité qu'on peut avoir au niveau des machines virtuelles. Donc, dans le cloud de R2I, chez Edwin, on roule des virtual machines, des machines virtuelles, en format VMware vSphere ou autre, mais principalement VMware vSphere, et on ne roule pas des instances. Donc, ta question, c'était la différence. Bon, bien, chez les hyperscalers, chez AWS, par exemple, c'est celui que je connais le plus, là, on roule des instances. Une instance, c'est un T-shirt size, en fait. Donc, c'est quelqu'un, quelque part, qui a décidé que la VM, mettons, l'instance, petite, va rouler 2 processeurs et 8 gigs de RAM.
Parfait, excellent. Si ton besoin, c'est 2 processeurs 8 GB de RAM, ben, tu es bien content parce que tu prends la VM, l'instance petite, puis l'affaire est ketchup. Si par contre, ton besoin, c'est 2 processeurs 6 GB de RAM, ben, tu prends quand même le 8 GB de RAM et tu payes pour le 8 GB de RAM. Donc, nous, dans le cloud de A2I, chez Edwin, on est granulaire au gigabyte de mémoire, au gigabyte de stockage et au processeur virtuel. Donc, c'est ça qui fait en fait qu'on a cette granularité-là. Fait que ça, c'est une deuxième différence significative. Une autre différence qui peut être intéressante, c'est la flexibilité qu'on a au niveau des types de cloud. Donc là, les hyperscalers, la plupart roulent dans des environnements dits publics, donc de cloud public selon le NIST. Dans le cloud de A2I, on roule aussi en format public, c'est-à-dire multitenant, plusieurs clients qui partagent des plateformes communes, tout en étant sécurisés, bien évidemment. Mais on peut aussi, chez A2I, faire du cloud dédié ou du cloud privé. Et on a d'ailleurs certains de nos clients qui ont des requis de sécurité bien spécifiques qui font qu'on doit avoir des environnements qui sont vraiment dédiés à eux. Donc, on peut faire du cloud public et on peut faire du cloud privé dédié. Fait que ça, c'est une des différenciations. Là, les gens vont penser, oui, mais AWS fait ce genre de... Oui, c'est vrai, effectivement, AWS fait ce genre de service-là aussi, mais il faut être très gros. Nous, ça peut être relativement petit pour commencer. Donc, ça, c'est une autre différence significative. Un autre point que les gens parlent beaucoup par rapport au cloud, c'est les frais de retrait, le fameux egress. Donc, tu envoies des données, éventuellement, tu vas vouloir les récupérer, probablement. Sinon, tu ne les mettrais pas in the first place. Donc, tu vas retirer ton information du cloud. Quand tu fais du backup, tu vas éventuellement faire du restore. Tu fais des archives, tu vas te faire peut-être auditer. Je ne te le souhaite pas, mais disons que tu te fais auditer, tu vas vouloir retirer de l'information. À chaque fois que tu retires de l'information des hyperscalers, dépendamment de la fonctionnalité ou du service consommé, il y a des frais de egress. Ces frais de egress-là, dépendamment des cas, peuvent être jusqu'à 10 fois plus élevés que le coût que ça coûte stocker la donnée. Chez A2I, il n'y a pas de frais de egress. Donc, ça peut être intéressant dans un cas de relève, ça peut être intéressant dans un cas de sauvegarde, ça peut être intéressant dans un cas où temporairement tu veux mettre des données puis tu vas les sortir après. Donc, tu n'es pas menotté à nous, en fait. Comment est-ce que A2I peut se permettre justement de ne pas avoir de egress fees? En fait, c'est une excellente question. Je ne pourrais pas y répondre dans le détail dans la mesure où c'est plus un play financier. On s'entend, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ouais. Donc, c'est que le coût est étalé sur l'ensemble des services consommés. Puis c'est notre façon de le faire. Puis la raison qu'on le fait comme ça, c'est pas compliqué, c'est que notre but, puis quand les clients voient nos premières soumissions, nos soumissions sont excessivement faciles à comprendre. Donc, il n'y a pas 75 lignes, il y a une page, ça fit dans littéralement une page. Et on ne veut pas qu'il y ait de coûts qui vont fluctuer trop avec le temps, parce que ce que les clients n'aiment pas du cloud public, des hyperscalers, c'est justement qu'ils ne savent pas combien ça va coûter d'un mois à l'autre. Puis ce qu'on entend aux nouvelles, les clients qui ressortent des clouds publics comme les hyperscalers, c'est entre autres ça. C'est la variabilité des coûts mensuels qui n'arrivent pas à prévoir. Puis là, je ne parle même pas du fait que souvent, c'est facturé à partir de dollars US. Alors, US, avec la fluctuation du taux, c'est un cauchemar. Oui, juste ça peut fluctuer d'un mois à l'autre, évidemment. Tout à fait. En fait, pas peu, va assurément fluctuer d'un mois à l'autre. Donc, si en plus, ta consommation a une incidence sur le coût et qu'en plus, il y a le taux US qui change, qui peut varier de 1,33 à 1,41, ça fait une grosse différence. Compris. Écoute, on est sur le sujet des prix, de la tarification. Comment est-ce que Edwin se compare avec les hyperscalers? Au niveau des prix, en fait, on fait régulièrement des exercices comparatifs. Et quand on compare des pommes avec des pommes, ce qui est la base, mais je le précise parce que si on ne compare pas des pommes avec des pommes, oui, des fois les hyperscalers vont effectivement coûter moins cher. Le fait qu'on a la granularité au niveau des VM versus les instances, comme j'expliquais tantôt, ça fait que souvent, on est moins dispendieux que les hyperscalers. Ce qui m'a étonné, même quand je suis arrivé ici, je me disais, bien, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens d'un AWS ou d'un Microsoft, mais non.
Quand on pense boutique, parce que c'est un peu comme ça que je vois le cloud de RDU, un peu comme un genre de boutique cloud. Oui. On pense toujours des coûts un peu plus élevés, mais dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas. Des fois, oui, c'est plus élevé, mais je dirais la plupart des cas où on a fait des comparaisons, parce qu'on a des clients, en fait. On est revendeur d'AWS et de Microsoft Azure, donc, et même de IBM Cloud. Donc, en réalité, on pourrait faire ces recommandations-là aussi, et des fois, on les fait, parce que des fois, il y a des services que le client a besoin, que nous, on n'offre pas dans Edwin, et donc, on leur propose d'autres options. Mais des fois, des clients ils sont intéressés par l'offre de Edwin, mais ils se disent je dois montrer à mon management que j'ai fait mes devoirs, ce qui est tout à fait légitime. Donc, on peut faire à ce moment-là une proposition comparative et souvent, la plupart du temps, en fait, les coûts sont moins élevés pour plus de flexibilité. Là. Très cool. Très, très cool. J'ai une question plus au niveau du déplacement. Donc, si un client cherche justement à déplacer leur environnement ou leur infrastructure et aller sur une plateforme cloud, les avantages spécifiques qu'on aurait à offrir avec un cloud comme Edwin, entre autres? Super question. Je dirais que c'est pas... Je vais te donner quelques exemples, mais c'est pas seulement les fonctionnalités de l'offre infonuagique de R2I qui est Edwin. Il y en a, mais le point, je dirais, un des points les plus importants, c'est l'accompagnement. Donc, R2I, comme chacun sait, le R de R2I veut dire ressources dans le sens de personnes, expertise. Les 2 tiers de la compagnie, c'est des gens en service conseil, en service professionnel. La plupart ont beaucoup de cheveux blancs ou plus de cheveux du tout. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils connaissent les environnements. Donc, pour revenir à ta question, un client qui est chez lui, qui est on-prem, dans un environnement traditionnel, puis qui veut aller dans l'info nuagique, le fait d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'info nuagique, c'est génial. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui comprend bien le traditionnel on-prem, là où le client est et d'où il a besoin de partir, ben c'est une bonne nouvelle aussi. Puis si tu as quelqu'un, hint, comme R2I, qui connaît les deux, parce qu'on fait du cloud et on fait du traditionnel, ben là, c'est encore mieux. Donc, le service d'accompagnement, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Puis c'est un des avantages de R2I en général, pas seulement de Edwin en particulier. Sinon, je dirais la flexibilité. J'en ai parlé rapidement tantôt, mais la flexibilité, c'est sûr que ça, c'est un point vraiment, vraiment important. Des clients qui ont des workloads IBM Power Systems, il n'y a pas vraiment beaucoup d'offres que je connaisse qui peuvent soutenir les 2 types de plateformes. Fait que ça, c'est sûr que c'est intéressant. Les avantages spécifiques, à part ça, au niveau de ISO, de la sécurité, de la gouvernance, le fait d'être un cloud boutique, comme tu dis, donc une plus petite équipe, on est 50 quelques employés, donc on n'est pas une multinationale, le fait d'avoir l'équipe de sécurité, l'équipe de gouvernance, qu'on se fait auditer régulièrement, qu'on a toutes les certifications ISO dont on parle, là, 27001, 27017, 27018 et compagnie, ça nous permet pas d'être différent des hyperscalers, mais d'être au même niveau que les hyperscalers, bien qu'on est un cloud boutique. Donc, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la sécurité et la conformité. Évidemment. Oui, naturellement, oui. C'est vraiment quelque chose qui est excessivement important, et pour nous et pour les clients. N'importe qui a allumé la télé depuis une couple d'années sait que la sécurité en informatique, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, on met beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. Là. J'ai vu quelques use cases dans les derniers mois où c'est des clients qui cherchent à avoir hybride au lieu d'aller complètement sur le cloud ou encore on-prem. Les avantages à ça, est-ce que c'est quelque chose que Edwin est capable de faire? Est-ce que c'est dans son mandat? Tout à fait. En fait, c'est dans le mandat de R2I, puis c'est dans notre vision de travailler avec le legacy, donc l'existant. Et comme on est un fournisseur infonuagique, ben on fait aussi de l'infonuagique. Donc, pour revenir à la question, la plupart des clients qu'on rencontre, bon, peut-être pas la plupart des clients qu'on rencontre, mais beaucoup de clients qu'on rencontre nous disent, tu sais, je me fais dire que je devrais aller dans le cloud, explique-moi c'est quoi le cloud, puis bon. Mais c'est pas parce que ton board te dit que tu devrais aller dans le cloud parce que tous les autres membres du board, ils disent, t'es dans le cloud. Moi, je suis dans le cloud. Comment ça se fait que toi, t'es pas dans le cloud? C'est vraiment
la réponse, là, comme un des représentants arrête pas de me chicaner, me taquiner avec ça, la réponse, c'est ça dépend. Puis l'avantage d'avoir la capacité de faire du traditionnel chez R2I, donc de l'environnement traditionnel on-prem, et de faire de l'info nuagique, bien, ça nous permet, quand on rencontre un client, de comprendre c'est quoi vraiment les besoins du client, indépendamment de ce qu'il aimerait ou pas avoir, et de là, de lui faire des recommandations. Donc, le côté hybride, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire parce qu'encore une fois, il y a certains workloads, certaines applications, certaines charges de travail qui se prêtent moins bien au cloud. C'est sûr qu'avec l'amélioration de la bande passante, puis etc., les coûts qui diminuent, la pipe qui grossit, c'est de plus en plus facile d'aller vers l'info nuagique, mais il y a encore des workloads qui sont mieux d'être traités en format traditionnel. Et donc, nous, on peut faire du traditionnel, du info nuagique ou du hybride. OK, superbe. Je t'ai entendu parler du support et puis des services gérés. J'imagine que c'est quelque chose qu'on est capable d'utiliser chez R2I pour supporter le côté cloud aussi? Tout à fait. En fait, on a une pratique de services gérés. On a notre centre opérationnel de surveillance qui est justement à nos bureaux à Ville d'Anjou, dans l'est de Montréal, qui est opéré par des employés de R2I 365 jours par année, 24 heures sur 24. Ces gens-là supportent l'offre info nuagique, donc Edwin chez R2I, supportent aussi des clients qui sont chez eux dans des environnements traditionnels ou un mix and match de tout ça. Donc, les services gérés, c'est un service additionnel. À la base, on ne va pas gérer des systèmes d'exploitation, des applications ou des données de clients si un client est dans le cloud de R2I et chez Edwin. Par contre, on peut ajouter ce service-là on top and above. Et là, à ce moment-là, ça fait vraiment un environnement qui est complètement et totalement géré. Qu'il soit dans l'info nuagique, chez nous ou ailleurs d'ailleurs, ou qu'il soit en traditionnel, ou que ce soit un mélange de tout ça. Là. Peux-tu me donner un genre de use case? C'est toujours une façon plus facile pour moi de voir comment est-ce que c'est utilisé dans le real life, finalement, par les compagnies. Mm-hmm. Tu parles de l'info nuagique, les services gérés ou... L'info nuagique, c'est l'info nuagique, OK. Ouais. On a vraiment différents types de clients ici chez R2I. On a des petits, des moyens clients, on a des multinationales. C'est vraiment all over the place, comme on dit en bon français. Donc, je vais donner un exemple. Je travaillais ce dossier-là avec une des représentantes ici à Montréal. C'est un ERP, en fait, donc une suite de gestion d'entreprise qui peut rouler dans un environnement traditionnel chez le client, mais le client ne souhaite pas rajouter cette charge de travail-là chez lui parce que le ERP, c'est souvent le cœur de la business. Et il veut s'assurer que le cœur de la business va rouler de façon efficace, performante, hautement disponible, relève, qu'il va y avoir des sauvegardes qui vont être prises de façon régulière, de façon auditée, etc., etc. Donc, ils ont décidé d'installer ou de transférer ce ERP-là dans le cloud de R2I. Donc, en fait, on est en discussion avec ces gens-là depuis un certain nombre de semaines ou de mois. On a fait l'analyse avec l'intégrateur du ERP et on fait le déploiement dans le cloud R2I, dans Edwin, pour que le client puisse justement rouler de façon performante, hautement disponible. Il va pouvoir aussi scaler, comme on dit en bon français. Là. Éventuellement, sa business, on lui souhaite, va grossir. Si sa business grossit, bien, naturellement, il va avoir besoin soudainement de plus de ressources. Il y a peut-être des cycles dans l'année où ils sont plus occupés. À ce moment-là, il pourrait augmenter les ressources pour répondre à la demande, en fait, de ses clients puis de ses partenaires. Là. Fait que ça, c'en est un exemple. Dans ce cas-là, on a aussi, c'est pour ça que je te posais la question si tu voulais plus service géré ou info nuagique, là, mais dans ce cas-là, on a aussi ajouté l'offre de services gérés. Donc, cet environnement-là, encore une fois, c'est le cœur de cette entreprise-là. Cet environnement-là est monitoré 24 heures sur 24 par nos gens du centre de surveillance, puis ils vérifient leur backup, ils vérifient que la relève est toujours répliquée synchrone, etc., etc. Puis si jamais il y a une interruption de service ou qu'ils voient qu'il manque de mémoire ou des choses comme ça, bien à ce moment-là, ils pourraient prendre action pendant la nuit ou pendant la fin de semaine. Puis quand les employés de la compagnie recommencent à travailler à 7 heures du matin le lundi, bien ça va bien. Oui, compris. Donc, les applications ou l'infrastructure qui est critique, évidemment. Exact. Ouais. Exact, oui, tout à fait. Ça peut être des environnements qui ne sont pas critiques parce qu'on peut offrir des environnements dans Edwin qui ne sont pas
répliqué synchrone dans plus qu'un centre de données, qu'il n'y a pas de relève automatique, en quelques minutes, tout recommence. On peut offrir des environnements qui sont plus, mettons, low-key que ça, mais dans le cas d'un ERP, c'est sûr que le requis est élevé, en fait, de disponibilité puis de relève, là. Quand on parle de cloud, on parle souvent ou on entend parler souvent de souveraineté. Mm-hmm. C'est quoi que ça veut dire exactement? C'est vraiment une question que je me pose depuis... Je sais que ça veut dire que le data demeure en notre région, des choses comme ça, mais juste pour avoir une définition plus claire. Oui. Souveraineté, ça peut vouloir dire... En fait, souveraineté, je dirais que c'est aussi vague que cloud. Cloud, on demande à 10 personnes, on a probablement 9 réponses différentes. La souveraineté, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais principalement, ce qu'on veut dire par souveraineté, c'est en rapport aux lois à l'extérieur du Canada. Donc là, on est au Québec, on est au Canada. On a des lois spécifiques dans nos territoires, puis il y a certains types de clients qui ont des requis de gouvernance qui font que leurs données ne peuvent pas aller à l'extérieur de ces territoires-là, sous d'autres juridictions. Puis là, je parle de quelque chose d'aussi simple qu'un client québécois qui doit, par ses lois internes, ne pas avoir des données à l'extérieur du Québec. Là, j'ai dit tantôt, on a des centres de données, nous, en Ontario. Donc, on doit garantir que les données n'iront pas en Ontario. Mais ça peut aussi aller dans d'autres pays, aux États-Unis. Tout le monde a entendu parler du Patriot Act, le Cloud Act. Une compagnie américaine, peu importe où se trouvent ces centres de données, est en fait soumise aux lois du Cloud Act, Patriot Act, qui fait que AWS, c'est une compagnie américaine, par exemple, il pourrait demander à aller voir les données. Alors que nous, on est une compagnie québécoise ou canadienne. Les centres de données on opère sont seulement au Québec ou en Ontario. On peut facilement garantir que les données ne vont jamais quitter. Il n'y a jamais rien qui quitte, oui. Il n'y a jamais rien qui quitte parce qu'on n'a pas de centre de données à l'extérieur de ces géographies-là. Et le fait qu'on ait une compagnie canadienne, justement, ça fait que le Patriot Act, le Cloud Act, nous, ça ne nous touche absolument pas. Donc, souveraineté au Québec, au Canada, ça veut principalement dire ça, mais ça peut vouloir dire autre chose. Compris. J'ai une dernière question pour toi ici, avant que je te laisse finir ton martini. Ta glace a toute fondu là, hier, je te laisse savoir. Il y a quand même un besoin d'innovation, j'imagine, quand on parle de l'info nuagique, le cloud. Mais je pense que la stabilité, c'est probablement la chose qui est la plus importante. Donc, comment est-ce qu'on gère un peu l'équilibre entre l'innovation et tout en gardant la stabilité pour les clients? Mm-hmm, effectivement. Surtout, je dirais, dans une entreprise de la taille de R2I, la question se pose encore plus parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a un peu plus d'improvisation qu'il y a réellement. Donc, on a un comité d'architecture qui fait des recommandations, en fait, à la direction sur où le cloud devrait aller. On a des requêtes aussi qui viennent de nos clients, parce qu'on jase avec nos clients à tous les jours. Donc, on a des demandes de changement. Mais on a aussi beaucoup de gouvernance et de conformité. On a même une directrice de conformité qui gère ça de façon très, très serrée. Gestion du changement. Donc, même si on a une excellente idée, même si on a des clients qui le veulent demain, on ne fait jamais un changement à cette vitesse-là. Parce que ça doit passer à travers le processus. C'est nos processus internes. On est une compagnie ISO, donc on se fait auditer dans ce sens-là aussi, mais on a même des processus internes qui nous empêcheraient de faire ça, même pour le bien du client. Donc, on fait de l'innovation, mais on le fait à la vitesse qui va rendre l'environnement sécure et l'environnement stable. Parce que le type de client qu'on héberge, je l'ai dit tantôt, là, on ne peut pas nommer de nom, là, mais on a des très, très grandes multinationales qui roulent dans le cloud de R2I depuis des années. Ces gens-là opèrent sur multiples fuseaux horaires. Donc, eux, lundi au vendredi, de 9 à 5, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'en Asie, lundi au vendredi, de 9 à 5, ce n'est pas la même chose qu'ici. Donc, ils sont réellement 24 heures sur 24. On ne peut pas se permettre d'avoir des interruptions de service. Superbe. Écoute, je veux juste rajouter...
on parle souvent avec un petit peu d'anglicisme, comme tu as mentionné tantôt, Scalar. Moi, je dois t'avouer, moi, je suis de la région d'Ottawa, donc ça me fait plaisir, c'est mon langage. On parle du moitié-moitié là-bas. Bon. Donc, je voudrais juste dire un gros merci à nos listeners, si je peux me permettre, et puis un gros merci à Nicolas aussi d'avoir passé du temps avec nous. C'est le temps de boire ton martini, Nicolas. Merci de m'avoir reçu. Cheers. Merci à toi. Cheers.